Vous êtes directeur honoraire de la faculté de médecine de Montpellier. Vous êtes également président du comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine. Vous étiez chef de service des maladies endocriniennes à l'hôpital La Péronie. Quels sont les atouts de Montpellier, monsieur le professeur, pour l'enseignement de la médecine de demain? Vous avez la parole. Cher président Hilaire Giron, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mesdames, messieurs, je sais gré à mes confrères, aux organisateurs, de m'avoir invité dans ce colloque si emblématique de notre académie. Je suis pleinement conscient de la difficulté de pondérer mon propos, tant j'ai un conflit d'intérêts avec cette vieille faculté. Plus d'ailleurs qu'un conflit d'intérêts, j'ai une affection. Et cette affection me porte plus à la célébrer qu'à la critiquer. Et dès lors me rend suspect de manquer d'objectivité qui sied à toute analyse sérieuse et équilibrée des atouts, mais aussi des limites de cette vieille et belle institution. La faculté de médecine, multiséculaire, plurireligieuse, multiculturelle, du fait de sa résilience si unique au cours de sa longue histoire, depuis le Moyen-Âge, à travers les guerres de religion franchies, la Révolution, les empires, les républiques, a mérité le titre d'institution vénérable. Mais vénérer une personne comme une institution annonce en quelque sorte son déclin, voire son terme. À l'échelle du temps, vous le savez tous, la notoriété est un paravent très fragile. Vous admettrez avec moi que la maxime de cette faculté ne suffit plus. Autrefois de Cos, aujourd'hui Hippocrate et de Montpellier, certes, mais so what, disent nos amis et ennemis anglais. Si pragmatique. S'inspirer de la belle histoire que porte l'université de Montpellier nous oblige à un défi. Le défi de poursuivre sa route exige un devoir d'adaptation et de modernité. Bref, de ne pas être un simple suiveur, mais un précurseur. Et c'est là que tout se complique. La modernité exige ce que la tradition rejette. Il n'est pas bon de secouer les coutumes des vieilles tribus, nous a appris Claude Lévi-Strauss. Et pourtant l'avenir, peut-être même la survie de notre faculté de médecine, de notre université, appelle cette modernité. Car si l'avenir sourit aux audacieux, il ne préserve pas les honorables institutions qui ont des idées toutes faites, sorties du passé, c'est-à-dire souvent des préjugés de l'histoire, dans un monde qui bouge comme jamais, au risque de les marginaliser. Lorsqu'on regarde le classement des universités dans le monde, on voit d'abord les forces en présence pour mesurer la bataille qui nous attend. À l'ouest, tout à l'ouest, des bastions universitaires créatifs assimilant des cerveaux de toute la planète en permanence, dans une sélectivité élitiste de recrutement, empile prix Nobel à ne plus les compter, et brevets qui transforment sous nos yeux
le monde de la santé, le monde du numérique. À l'ouest, tout est nouveau. Sur les 10 premières universités du monde, 8 sont américaines, 2 sont européennes. Elles ne sont pas chez nous. Harvard, Stanford, Berkeley, Princeton et bien d'autres rivalisent et rayonnent. À elles seules, elles soufflent les alizés qui portent et guident l'innovation en santé. À l'est, les mégapoles chinoises s'accompagnent de mégapoles universitaires. Elles pointent ardemment et agressivement, appuyées par l'explosion de leurs moyens, de leur créativité numérique et de leurs enseignants et étudiants assoiffés de connaissances et assoiffés de recherche. Au centre, encore pour un temps peut-être compté, les universités historiques britanniques en premier lieu, Cambridge et Oxford, chargées elles aussi d'une grande histoire, mais très élitiste, recrutant dans le monde entier et témoins d'une dynamique de recherche digne de la résistance emblématique de l'Empire britannique, ces deux universités rayonnent toujours. Et nous à Montpellier. Montpellier, vieille université, pétrie d'histoire, mais reclus d'épreuves, comme disait le général, îlot ancestral de savoir et d'expérience, perdu au milieu d'un océan de conquérants biotechnologiques qui nous assaillent. Où en sommes-nous et de quelle aventure voulons-nous et sommes-nous capables demain? Même si nous pouvons être guidés par les futurismes, ce néologisme issu de la rencontre des futurs et des possibles, créé par Louis Moulinat, jésuite du XVIe siècle et repris par Bertrand de Jouvenel, écrivain, journaliste, l'avenir nous réserve certainement une part croissante d'imprévisibilité. Pionnier ici, dans l'époque actuelle ou toute récente, certains l'ont été avec brio. Ça vient d'être rappelé par Joël Bocard, montrant que si Montpellier n'avait pas de prix Nobel, ce qui lui manque, elle avait été à l'origine de premières mondiales, plusieurs, ou premières européennes, dans le domaine des neurosciences, on a parlé des récepteurs, des agonistes médicamenteux du cerveau, de la neurochirurgie, c'est incontestable. Philippe Coube, premier à implanter des électrodes dans les dystonies hypertoniques de l'enfant, et aussi, bien sûr, la chirurgie à cerveau éveillé d'Hugues Dufou. Des systèmes automatiques du traitement du diabète, l'implantation des prothèses auditives, avec Alain Uziel, des cellules souches dont on voit aujourd'hui que Montpellier est le leader incontesté dans les pathologies articulaires, ou encore s'agissant de la contribution majeure de nos instituts, ça a été rappelé, celui du cancer, et ceux autour du génome qui ont amené à Montpellier un nombre de chercheurs considérables, de compétences considérables, que ce soit l'IGF de Joël Bocard ou l'IGH de Jacques Demaille. Tous ceux qui ont contribué à la connaissance, aussi par la démonstration, par nos équipes d'infectiologues en Afrique, de la transmission du HIV du singe à l'homme. Éric Delaporte doit intervenir demain. Puis du Ebola de l'animal à l'homme.
La liste n'est pas exhaustive, mais traduit simplement ce que peuvent les équipes d'enseignants-chercheurs de Montpellier. Et vous voyez que dans le classement des universités, si on prend dans les universités françaises le classement de Leiden sur les publications, 5e française. Si on prend le classement sur les innovations et brevets, 2e française. Donc cette université vit, elle continue à vivre et les chercheurs jouent un grand rôle car il n'y a pas de site d'enseignement digne de ce nom sans une recherche reconnue. Cependant, demain, nous voyons pointer les enjeux incontournables de l'humanité. Et dès lors, pouvons fixer un cap nouveau pour la formation des professionnels de santé et la recherche qui, je dois le dire, a été parfaitement ciblée, comme en témoigne le virage anticipateur pris par notre université de Montpellier. Chacun peut comprendre que la médecine au service de la santé doit répondre aux challenges essentiels qui s'imposent à nous. D'une part, la prévention et la prise en charge des maladies chroniques, nombreuses, coûteuses, souvent empilées avec l'âge. D'autre part, le risque d'épidémie, de pandémie, avec les crises sanitaires qui peuvent se multiplier. Charles Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, cher à Étienne Quénan, prix Nobel de médecine, pas Étienne Quénan, Charles Nicolle, en 1928, disait à leur sujet « Il y aura des maladies nouvelles et nous ne saurons jamais les dépister et les traiter dès leur origine. C'est fatal, il nous faudra du temps pour apprendre d'elles. » Message d'actualité s'il en est. Le même Charles Nicolle, qui, savant sur le fœtus, évoquait pour la première fois la transmission des maladies de l'animal à l'homme, concevait pour la première fois la notion de santé globale, animale et humaine. C'est encore lui qui énonçait, comme le rappelait Olivier Jonquet récemment, que les maladies infectieuses se rappellent aux hommes qui sont frères et solidaires. Solidaires, il va falloir l'être, avec le réchauffement climatique, la planète à plus 3 degrés centigrades et la multiplication des maladies émergentes, des crises sanitaires et des déplacements de population, source de migration en masse, avec les problèmes de santé et les problèmes sociaux qui s'y associent. Nous y sommes. Et ce n'est probablement que le début. Dans le même temps, le diabète a doublé en 20 ans. 40% de la population sera allergique, nous y sommes en 2030. Le nombre de cancers progresse, mais 40% sont évitables. Les troubles mentaux sont beaucoup plus précoces et donc préoccupants, comme le sont les addictions des jeunes. Avec le vieillissement, enjeu majeur, car il accumule le nombre de maladies chroniques, dont bien sûr celles qui affectent les neurones. La rencontre d'un nouvel environnement et de nos gènes ou de notre microbiote les transforme, ces gènes, dans une mutation nommée épigénétique, génératrice de maladies émergentes et de nouvelles expressions des pathologies. Et face à ces défis sanitaires et sociaux, qu'avons-nous ? Je veux dire, que faisons-nous à Montpellier ? Non, il ne suffit pas d'énoncer dans une litanie quelque peu puérile des temps modernes que la médecine sera 4P, prédictive, préventive, personnalisée et participative. Cette litanie ne suffit pas pour que Montpellier réponde aux enjeux de la recherche et de la formation des professionnels de santé qui s'imposent à nous. Mais dans un optimisme raisonné, laissez-moi vous présenter les forces et l'opportunité de la faculté de médecine
et de l'Université de Montpellier face à toutes les menaces, en particulier celles qui émergent des universités asiatiques, soutenues par leur liberté créative et leur immensité démographique, qui se rit du corsetage réglementaire frileux d'une Europe en déclin démographique. L'avenir de la formation médicale, et plus largement celle des professionnels de santé demain, doit répondre à une mutation biotechnologique dont l'accélération est vertigineuse, doublée d'une transformation de la recherche tout autant que de l'exercice des métiers de la santé. Mais sans oublier de privilégier la finalité humaine dans la prévention et les soins, et non la seule obsession de la technicité pour elle-même. Et c'est là que le virage pris par l'Université de Montpellier est porteur d'espérance tout autant que de réalisme face aux aspirations des nouvelles générations, y compris dans le domaine de la santé. Jugeons plutôt. L'université émuse, colle au concept de santé globale, environnementale, c'est-à-dire climatique, végétale, animale et humaine. Les 5 pôles d'enseignement et de recherche, l'agriculture avec sa biodiversité et bien sûr l'environnement, pôle très puissant à Montpellier. La biologie santé, la chimie d'une puissance considérable aussi. Les mathématiques, informatiques, physique des systèmes et les sciences sociales sont présentes bien sûr chez nous, comme dans toute grande université, mais avec des points forts. Ces 5 pôles d'enseignement et de recherche traduisent une complémentarité avec la nécessité de fédérer et de décloisonner pour une démarche holistique intégrant les diverses approches incontournables pour la santé de l'homme, mais aussi pour la santé de tout ce qui vit et pousse sur notre planète. Le projet Med-Valley, en cohérence avec les cibles universitaires, se calque et s'appuie sur les mêmes enjeux et vise à déployer en continuum la recherche, l'expérimentation sur le terrain et la production entrepreneuriale au service de l'innovation en santé. Sans nul doute, son déploiement renforce la créativité et la visibilité de Montpellier en faisant de l'objectif de santé globale la ligne directrice du développement de toute une métropole. La faculté de médecine. La faculté de médecine, de son côté, a eu l'opportunité sur son nouveau site, à Arnaud de Villeneuve, de développer une plateforme rare, unique en France dans cette dimension. Conçue pour concilier l'apprentissage des technologies nouvelles et l'acquisition des compétences relationnelles et humaines sans lesquelles on ne peut prendre soin de personne. L'exercice de la médecine demande l'initiation à la rigueur, s'appuyant sur la connaissance des faits et preuves scientifiques, bien sûr. Ce qui n'est pas scientifique et rigoureux n'est pas éthique. L'humanisme qui cache l'incompétence est dangereux et trompeur. Cette phrase de Jean Bernard est fondamentale. Il disait même « l'humanisme est doublement trompeur ». Il trompe parce que la personne fait confiance à quelqu'un d'humain et il trompe par son incompétence. Faute impardonnable pour lui. À cet impératif d'être scientifique s'ajoute le challenge majeur d'intégrer l'apport de l'intelligence artificielle au plus vite. Henri Pujol a raison. Avec ses algorithmes dans le diagnostic et la prise de décision en soins. La faculté de médecine offre l'opportunité unique
d'avoir cette innovation car elle a incorporé en son sein le laboratoire d'informatique et de microélectronique de la faculté de sciences dont on connaît la qualité créative. Oui, la médecine doit être innovante, spécialisée pour être efficace, sans perdre l'humanité qui est sa finalité. Bien sûr, la formation exige d'acquérir les habiletés qu'impliquent les nouvelles technologies et la robotisation, mais aussi d'apprendre à travailler en équipe, où chacun trouve sa place dans le soin, ce qui n'a pas toujours été privilégié dans le passé. Cela est aujourd'hui favorisé grâce à la plateforme et les méthodes qui permettent de s'entraîner à l'apprentissage d'un exercice multiprofessionnel de la médecine est en place. Former des médecins implique d'insuffler une conscience éthique sur le bon usage du savoir en distinguant parmi les innovations celles qui relèvent d'un vrai progrès pour l'homme. Ce questionnement éthique qui permet de faire la part entre le possible et l'interdit, bref, de s'extraire à la fois du prêt-à-penser de la morale et du tout scientifique pour acquérir la capacité, selon la formule de Hannah Arendt, la capacité de penser ce que l'on fait. Le temps de penser, c'est ce qui manque le plus aux étudiants en médecine. C'est ce qui manque le plus aux médecins dans l'exercice de leurs fonctions. Cela vient d'être rappelé dans un éditorial remarquable du meilleur journal de médecine du monde, le New England Journal of Medicine. Il manque le temps de penser. Et de surcroît, il s'agit de prendre conscience de la difficulté d'atteindre l'aptitude relationnelle pour expliquer clairement au malade, afin de ne pas décider à sa place, bien sûr, peut-être même d'apprendre ce qu'est la lecture des besoins, des attentes, de l'émotion des patients pour pouvoir annoncer les mauvaises nouvelles avec tact et les accompagner avec empathie. Cela signifie une écoute, une qualité de présence et de parole pour savoir annoncer, expliquer, convaincre, bref, favoriser si une décision partagée avec le souci d'éclairer, de soulager et surtout d'autonomiser le patient. Eh bien, tout ceci est aujourd'hui une révolution tranquille en marche à la faculté de Montpellier-Nîmes. Et ceci grâce aux doyens successifs, bien sûr, Jacques Touchon, Michel Mondin aujourd'hui, dont je salue la volonté, la capacité qu'il a eue de pousser tous les points que je viens de citer pour qu'ils trouvent leur place et qu'ils soient ancrés au sein de la formation de notre université, de notre faculté de médecine, avec ce nécessaire équilibre entre le technologique, la conscience éthique et l'aptitude relationnelle. Oui, la faculté de médecine de Montpellier a su appréhender la révolution technologique, mais aussi de façon emblématique et pionnière, l'émergence de la conscience éthique dont je parlais conduisa à prendre en compte l'aspiration des citoyens et patients à participer à leurs soins, à partager les décisions qui les concernent. Ici, les patients, ici à Montpellier, les patients, devenant partenaires des enseignants, contribuent à former les professionnels de santé en les sensibilisant grâce au savoir de leur propre expérience et de leur vécu, de leur maladie. Merci à Henri Pujol de m'avoir accompagné dans le démarrage de cette action, dans les amphithéâtres, auprès des étudiants, avec des malades qui leur parlaient de leur vécu. Des patients interviennent aujourd'hui dans notre faculté, écoutez bien,
non seulement pour former les étudiants, mais pour les évaluer dans leur aptitude relationnelle. Les nouveaux examens mis en place par Michel Montin, où les malades sont payés pour cela, au sein d'une faculté. Voilà ce que Montpellier a su faire. Regardez le chemin parcouru, car ce souffle contribue à la vitalité de la faculté de médecine et des hôpitaux de Montpellier-Nîmes et explique en grande partie son attractivité auprès des jeunes talents de notre pays qui se traduit par deux constats. En premier lieu, et depuis de nombreuses années, 70% des internes de notre faculté viennent d'autres facultés que la nôtre, témoignant d'une migration vivifiante et d'un afflux incessant de talents renouvelés. Ensuite, deuxième constat, l'arrivée à Montpellier chaque année des meilleurs étudiants sélectionnés en fin d'études par l'examen classant national est un indicateur de l'attractivité de notre ville qui se situe toujours entre le deuxième et le cinquième choix préférentiel des étudiants en médecine hautement sélectionnés de notre pays. Ils veulent ainsi, ces étudiants les meilleurs, poursuivre leur formation pratique au-delà de la 6e année de médecine pour les 4 à 6 ans qui suivent à Montpellier. Oui, Montpellier, de la sorte, est élitiste, en ce sens qu'elle recrute une matière grise sans cesse régénérée, un atout non négligeable. La rénovation engagée par le CHU de Montpellier actuel devrait à terme renforcer cette attractivité, il en a besoin. La faculté de médecine sur le site de Nîmes, avec sa plateforme similaire à celle de Montpellier, et le CHU de Nîmes, entièrement reconstruit et en pleine expansion, contribue sans nul doute au nombre et à la qualité des terrains de stage qui attirent dans notre université. L'Institut du cancer, avec sa renommée, et les établissements privés réputés et très attractifs qui offrent un complément de terrain de stage apprécié de nos internes et de futurs lieux d'exercice très convoités, concourent aussi à l'attrait de notre site. Encore que, comme le souligne à chaque occasion notre confrère et ami Max Ponceillier, nous exploitons insuffisamment le potentiel de données que nous offre la capacité de constituer et suivre de larges cohortes de patients qui cumulent ceux suivis dans les cliniques privées et ceux pris en charge dans le secteur public. Finalement, dans la vie, il n'y a pas de solution pour survivre, il y a des forces en marche. Antoine de Saint-Exupéry. Des femmes et des hommes, des équipes, ont eu la volonté et ont su trouver les ressources pour les mettre en place et les développer. Dans la recherche, dans la formation. Qu'ils en soient remerciés. Car oui, Montpellier a de gros atouts dans la compétition pour consolider la place qu'elle a gardée durant 8 siècles. Un parc immobilier et des structures de recherche largement rénovées sous nos yeux, du pôle chimie Ballard, considérable, à celui des sciences, site Triolet, en passant par la faculté de médecine elle-même, sans compter l'université, Paul Valéry et ses sciences sociales et humaines en pleine réflexion. Ce sont des outils modernes propices à l'attractivité des enseignants et chercheurs qui concourent ainsi à un élan incontestable de notre site favorable à son rayonnement. Permettez-moi de garder en mémoire ceux qui ont permis que Montpellier ne soit pas déclassé dans les dernières années et reste dans la route. N'oublions pas que c'est grâce au plan Campus, Philippe Auger le sait, lancé et financé sous l'impulsion du président Sarkozy, que jamais autant l'université de Montpellier
n'a pu bénéficier de la construction et de la rénovation massive des infrastructures immobilières qui sont réalisées sous nos yeux. Avec bien sûr la contribution forte de la région Languedoc-Roussillon dans le cadre de ce plan État-région et l'engagement puissant du président Fraîche, relayé par la région Occitanie. Montpellier leur doit beaucoup. Et merci aussi à l'Europe pour abonder de ses crédits en permanence nos équipes de recherche. Montpellier, je vous le disais, au sein de l'océan de conquérants biotechnologiques, doit transmettre un message. Ce message qui lui vient du fond de son histoire est simple mais essentiel. Plus que tout, la médecine doit rester humaine, c'est-à-dire garder le souci constant de la personne. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et conçue ici par Rabelais, nous en sommes les légataires. Les nouveaux outils biotechnologiques, l'imagerie moderne, la robotisation de la chirurgie, l'intelligence artificielle sont autant de moyens que nous devons intégrer très vite grâce à la collaboration étroite et la convergence de toutes les forces réunies ici à Montpellier. Mais ils ne suffisent pas. Notre université pilote d'innovation doit clamer avec conviction que l'université de Montpellier chérit la tradition, porte l'innovation au service de la santé globale, humaine, animale et végétale, et insuffle en permanence une conscience éthique à ses étudiants. Finalement, c'est tout ce que plébiscitent les jeunes générations. Par là, Montpellier, elle aussi, est très jeune. Au début d'une nouvelle histoire, il nous suffit d'y croire pour porter, quels que soient nos âges, une certaine idée de la médecine à Montpellier. Voilà pourquoi, oui, cette ville, cette métropole, a non seulement des atouts, mais doit être porteuse d'une espérance universitaire de portée universelle. Je vous en ai averti dès le début de mon introduction, j'ai un conflit d'intérêts avec ma faculté, mon université, et elle m'emporte, mais je sais qu'ici, en public conquis, vous me pardonnerez.